C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à une tasse de tech édition du 24 février, dernier épisode du mois de février, qui peut-être sonne, en fait, je devrais dire, le début de la fin de l'hiver, peut-tu dire ça comme ça, je sais pas. Alain McKenna ici avec mon bon ami Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour Alain McKenna, content de te voir. Ben, pareillement, on a une émission chargée aujourd'hui quand même. On va parler de choses sérieuses, divertissantes, amusantes et importantes à la fois. Hein, je peux dire ça comme ça. Moi, je vais tout de suite vous teaser, vous agacer avec ça, qui n'est pas une tasse de café, mais c'est bien une caméra de surveillance. Ça, j'ai hâte d'en parler à la fin de la balado, la caméra Nest Cam Outdoor. En français, c'est une caméra d'extérieur. Super cool pour les gens qui veulent couper des frais de système de surveillance à la maison, des choses comme ça, ou qui veulent juste avoir un système pas cher. On parle de gros sous, là, toute la stratégie d'investissement dans le numérique du gouvernement du Québec. On en a un petit bout aussi. Avant de lancer la machine officiellement, je te laisse présenter nos commanditaires de balado. Nos partenaires pour cette saison, Microsoft et TELUS, deux gros joueurs technologiques, et le Jura E8, qui est une machine à café entièrement automatique qui transforme du café en grains ou en poudre, en boisson caféinée ou pas de votre choix. Il y a un affichage avec un écran pour le choix des boissons, un ajustement précis des quantités de lait, d'eau et de café, un filtre intelligent pour l'accumulation de tartre et un nettoyage facile de tout le mécanisme du lait pour mousser le lait avec des enzymes pour que tout soit propre. Et il y a même une petite chute à l'arrière pour du café moulu. Alain, est-ce que tu es en train de répondre à des textos? On entend tes notifications. J'ai l'air populaire, hein? Mais oui, effectivement, c'est dingue. Je vais mettre en mode ne pas déranger. J'aurais jamais pensé que ça serait nécessaire. C'est toujours au moment où on enregistre l'émission. Je termine avec la Jura E8, qui est une extraordinaire machine à café. Jetez un coup d'œil dans la salle de montre de Edica, son distributeur au Québec, sur la rue Saint-Laurent. C'est comme un puits de Formule 1. C'est magnifique. Vous allez pouvoir voir tous les modèles de Jura, machine à café automatique. Fantastique. Merci à tous ces gens-là. Je suis sous caféiné aujourd'hui, je réalise. Allez, du pep, Alain, on va parler de BlackBerry. Écoute, parlant de mauvaises nouvelles, hein, parce que, en tout cas, j'ai oublié mon café encore dans l'auto. On avait déjà mentionné, et on a déjà, en fait, enterré et réenterré encore une fois BlackBerry, mais encore un nouveau chapitre à la fin de cette marque d'appareils mobiles. Oui, parce que BlackBerry a fermé ses serveurs le 4 janvier dernier, fait que la plupart des appareils sont maintenant inutilisables. Ils ne peuvent plus avoir les dernières informations pour se connecter avec les opérateurs. Il y avait Onward Mobility qui devait lancer un téléphone BlackBerry 5G. De l'ère moderne. De l'ère moderne, en 2021. À cause de la COVID et tout, on a besoin d'un petit peu plus de temps, ça va être en 2022. Et la compagnie Onward Mobility a annoncé que non, on abandonne le projet. Il y avait déjà eu des appareils BlackBerry qui avaient été faits par d'autres partenaires, avec TCL, entre autres, qui avaient permis de créer le Key One et le Key 2. Qui n'ont pas eu un grand succès, mais le Key 2 était assez chouette quand même. Il y avait des bonnes idées. Il y avait des bonnes idées. Puis clairement, il n'y avait aucun intérêt auprès du grand public pour des claviers physiques sur les téléphones, mais c'était un clavier physique sur lequel on pouvait juste glisser le doigt, faire comme un swipe, c'est le nom d'ailleurs d'un clavier logiciel à une autre époque, qui permettait d'aller plus vite, puis malheureusement, ça n'a pas trouvé son public. Ce clavier avec le petit swipe up, le petit glisser vers le haut, ça permettait de composer des mots en entier. Je trouvais ça fantastique, ça n'a pas eu le grand succès qu'on l'espérait. Donc, qui sait, un jour, on va peut-être avoir des T-shirts BlackBerry, on va peut-être avoir des tasses à café BlackBerry, on va peut-être avoir des accessoires, une compagnie va acheter la marque et va la poser sur n'importe quoi. Écoute, c'est comme Atari, ça va peut-être ressusciter. Atari ou Polaroid, qui sait. Kodak. J'ai vu Kodak, la marque Kodak existe encore. Hein? Elle se spécialise. Je ne sais plus ce qu'elle fait, ça n'a plus aucun rapport avec la photographie, mais bon, il y a des marques comme ça qui peuvent... Effectivement, peut-être qu'il va y avoir une nostalgie plus tard. Il y a eu des investisseurs avec GameStop qui ont beaucoup aimé BlackBerry, la compagnie actuelle, qui fait dans les services sécurisés pour entreprises. Bon, bref, tout est possible. On va tout de suite sauter aux actualités. Je veux juste, avant évidemment de rentrer dans le vif du sujet, rappeler que l'actualité techno de la semaine est présentée par l'infolettre quotidienne InfoBref. Toute l'actualité de la journée sans flafla directement dans votre boîte de courriel 2 fois par jour.
sur infobref.com. Allez voir ça. J'ai fait une chronique techno qui n'est pas piquée de l'air. Je dis ça Alain, son auto-promo, espèce d'incorrigible. Des fois, quand c'est du bon stock, il faut le dire. La nouvelle cette semaine, c'est Mark Zuckerberg qui a annoncé sa vision de la manière dont l'IA va nous aider à construire le métavers. J'ai beaucoup aimé comment, en fait, Meta, il faut dire Meta, c'est le nom de la compagnie maintenant, essaie de nous expliquer que tout le développement qu'ils font en intelligence artificielle va servir à développer le métavers, donc cette espèce de combinaison de technologies immersives numériques. Et effectivement, ça a l'air tout beau, tout magique et tout parfait ce qu'ils font en ce moment avec l'intelligence artificielle dans le métavers. Je sais pas, t'as regardé la conférence, qu'est-ce que t'en as retenu? Non, je n'ai pas regardé la conférence. Non, pas du tout. J'ai lu les résumés, j'ai lu les communiqués et j'ai trouvé ça très particulier de voir que grâce à l'intelligence artificielle, sans l'intelligence artificielle, on ne pourrait pas créer la vision du métavers que Facebook a en tête, que Meta a en tête plutôt. C'est dur de passer de Meta à Facebook. Et grosso modo, grâce à l'intelligence artificielle, on va favoriser l'inclusion grâce au pouvoir de la parole et de la traduction. On va utiliser l'intelligence artificielle pour permettre de traduire dans toutes les langues qu'on désire, donc d'une langue à l'autre de façon transparente. On va faire un modèle d'IA de nouvelle génération pour le dialogue avec des assistants virtuels. Donc, on va pouvoir jaser avec des personnages, des NPC, comme on dit dans le domaine du jeu. De la réalité virtuelle, On va avoir aussi une nouvelle ressource pour comprendre le fonctionnement des systèmes d'intelligence artificielle. Ça, c'est un concept là, de comprendre la boîte noire, comment sont prises les décisions. Une nouvelle ressource et des nouvelles façons d'attirer les talents divers. Donc, on veut attirer des gens pour que les cours sur l'apprentissage automatique soient ouverts à tous, créer un consortium de professeurs dans les universités, un grand nombre d'étudiants issus des groupes sous-représentés, donc la diversité qui est au menu, et un libre accès à une intelligence artificielle performante pour les recommandations. On va avoir une bibliothèque pour construire des systèmes de recommandation de pointe pour les cadres d'apprentissage automatique. C'est quand même pas rien, c'est très particulier. Je trouve que c'est très noble comme déclaration, mais c'est en même temps très vide. C'est la même chose qu'on entend. Non, je me permets de dire. Très haut niveau. C'est ce qu'on entend sur l'intelligence artificielle depuis 20 ans, qu'elle soit plus transparente, plus inclusive. Quelques exemples un peu plus concrets qui étaient présentés, mais effectivement, ça reste du tout aussi... Il y a un petit côté de pensée magique à ça, parce qu'il y avait toute la question de... Si vous voulez créer un monde virtuel facilement, pas besoin de coder, juste à demander à votre assistant virtuel « Hey, crée-moi une île dans le milieu de la mer. » Et là, automatiquement, apparaissait une île au milieu de la mer. Mais les chances que ça arrive sans que ce soit prévu d'avance, que ce soit, comme on dit, bon, stagé. Exactement. À l'heure actuelle, sont à peu près nulles. L'application qui était intéressante de tout ça, c'était au niveau de l'interface, au niveau de l'interaction entre l'humain et la machine, pour le dire comme ça. En ce moment, quand on veut aller dans la réalité virtuelle de Meta, qui est essentiellement le monde d'Oculus, là, ça change de nom tout ça en ce moment, mais c'est quand même ça. On met un casque Quest et on a des contrôleurs qui sont des espèces de manettes avec des boutons, des gâchettes, tout ce qui est typique de contrôleur de jeux vidéo, parce que ça vient un petit peu de là, cet environnement-là. Et ce qu'on a présenté, on a présenté deux choses. On a présenté des gants, comme des gants à latex, par exemple, mais qui sont dotés de capteurs extrêmement fins qui peuvent détecter vraiment tout le mouvement de la main de façon plus naturelle. Donc, on n'aurait plus besoin d'avoir un contrôleur, mais vraiment, on enfile des gants, littéralement. Et là, on peut imaginer qu'on pourrait enfiler tout plein de vêtements connectés qui nous reproduiraient en action dans le métavers sans qu'on ait besoin de porter des choses. Tout ça sous-entend qu'il faut qu'on voit où on s'en va, parce que quand on porte un casque qui ne nous permet pas de voir où on se trouve dans une pièce, on fonce dans le mur, c'est pas très, très long. Ça, c'est un autre genre d'intelligence qu'il va falloir développer. Et l'autre truc qu'ils avaient, c'est un peu l'inverse, c'est à distance, c'est qu'ils ont développé une espèce de main robotisée à 5 doigts, puis au bout de chacun des doigts, il y a des petites caméras et des capteurs qui permettent de recréer la sensation de toucher à distance. Parce que là, on peut voir à distance, on peut entendre à distance, mais on ne peut pas encore toucher, sentir et goûter à distance. Et là, on se questionne comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer ou en tout cas rendre ça plus immersif à travers ces autres sens-là. J'ai pas hâte qu'on crée l'odorama à distance. Ça ne sera pas le fun pour personne. Mais la question du toucher est assez intrigante. Je relance ma prédiction que c'est la pornographie qui va amener les plus grands développements dans le métavers et c'est par la suite que ça va se répandre dans le grand public. C'est une forme d'utilisation des sens, effectivement, qui est très populaire auprès d'un très grand public. Qui va être en demande, je crois. Ouais. Un truc qui est très flyé, c'est qu'on va concevoir pour ça le plus grand ordinateur, le plus grand ordinateur en intelligence artificielle. Ça va être
l'AI Research Supercluster. Yeah. On dirait super cluster. Super cluster. Super grappe. On utilisait ça au Canada il y a quelques années pour créer des Super grappe. Moi, je vois une émission de télé pour les enfants là, comme Supercar ou quelque chose. Supercluster. Salut, c'est moi, Supercluster. Et puis, ça va être un ordinateur de pointe. Ça pourrait être drôle. Qui serait le plus puissant en intelligence artificielle. J'ai hâte de voir. Ça va être un outil... en tout cas, j'ai hâte de voir, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de développement qui s'en vient de ce côté-là, définitivement. Parlant de technologie numérique et informatique susceptibles ou non de bien fonctionner, ceux qui suivent l'actualité géopolitique le savent, là, il y a une situation très grave qui se développe en ce moment en Ukraine. Et on se questionne sur... la Russie attaque l'Ukraine. Qu'est-ce que ça implique pour nous au Canada et au Québec? Il y a un effet direct et immédiat au niveau de la sécurité informatique parce qu'il y a des groupes de pirates commandités par la Russie qui commencent à s'attaquer très directement aux pays, aux infrastructures stratégiques dans les pays qui sont considérés comme des proches alliés de l'Ukraine. Et le Canada est un proche allié de l'Ukraine. On leur a fourni du matériel, on leur a fourni de la formation militaire. On est engagé. Il y a une grosse communauté ukrainienne au Canada, donc c'est pour ça qu'il y a un lien fort. Ne serait-ce que juste pour justifier, là, parce que juste un pays qui essaie d'envahir un autre pays en partant, c'est très questionnable. Mais bon, le Bureau de la cybersécurité du gouvernement du Canada a averti cette semaine les gouvernements de toutes les provinces. On dit renforcez vos équipements, votre personnel en sécurité informatique parce que on est au courant, on voit des groupes de pirates commandités par le gouvernement russe activement tenter de cibler des infrastructures technologiques canadiennes. On parle de réseaux sans fil, de réseaux d'entreprises TI. Tout ce qui est mal sécurisé en ce moment peut être exploité. Juste pour un peu foutre le bordel, là, juste pour un peu comme... Exactement, détourner l'attention. Exact. Et donc, ça peut vous toucher parce que, on le sait, la première porte d'entrée, la première faille dans l'informatique, c'est tout le temps l'utilisateur. Vos mots de passe, les courriels que vous recevez, les pièces jointes que vous ouvrez, les liens sur lesquels vous cliquez. Donc, le hameçonnage, le vol d'identité, le rançongiciel. Il y en a peut-être qui ont remarqué que depuis quelques semaines, il y a beaucoup plus de tentatives d'hameçonnage qui ont lieu toujours dans un français très approximatif, mais c'est un signe que les pirates, que les systèmes s'activent et il y a peut-être un lien, mais en tout cas, c'est un lien que fait le gouvernement et vous dit faites attention parce que justement, ça pourrait avoir un effet chez vous très concret. Donc, les gens qui pensent que ça se passe en Europe de l'Est, ça ne me touchera pas. C'est la magie de la technologie, ce n'est plus le cas. Hey. Ouais. Cela dit, il y a une nouvelle un peu moins intense. T'as du neuf, toi, du côté de M. Kanye West. C'est très drôle. Je me demande si c'est un fan de cet artiste qui est maintenant Ye tout court. Oui, c'est ça, exact. J'ai compris que c'est Ye tout court. Est-ce que c'est Ye ou Ye? C'est Kanye, t'enlèves le can. Ye, Kanye, donc Ye tout court, qui va lancer son album Donda 2 uniquement sur son lecteur de musique Stem Player qui coûte 200 $ américains. On sait que cet homme-là est un petit côté business très, très, très développé. Très développé. Oui. J'ai été surpris parce que dans ma tête, ça allait être un flop monumental. Il semble que pas tant que ça. C'est un petit lecteur qui ressemble à un lecteur MP3 des années 80. Quelque chose de très, très simple, très sobre. Ça pourrait être un petit savon décoratif arrondi qui permet de contrôler les pistes lues pour créer des remixes. Donc, tu peux changer le rythme, tu peux changer, si tu veux plus de basses, moins enlever les basses, enlever certaines pistes de la chanson pour créer des remixes. Kanye aurait déjà gagné 2,2 millions de dollars américains en vente en une seule journée. Mon Dieu. On va lancer notre lecteur MP3, tasse de tech, une tasse de MP3. Comment on va l'appeler, le player, le tasse de tech player? Le lecteur de tech, le lecteur de tasse. Il faut travailler là-dessus. Et Ye a dit que c'était l'équivalent de 500 millions de diffusions sur les réseaux de streaming. En termes de revenus, oui. C'est quand même, en une journée, il a fait plus d'argent que 500 millions de diffusions. Il aurait d'ailleurs refusé un contrat de 100 millions de dollars avec Apple. Ah bon? Quand même, un contrat de l'ordre de celui de Joe Rogan sur Spotify. Oui. Et là, évidemment, il dit que c'est une façon de se réapproprier la musique, combattre l'oppression du système musical. J'ai été très surpris. Est-ce que c'est un désir d'exclusivité, une lubie d'artiste? Moi, ça m'a fait penser au lecteur Pono de Neil Young. Exact. Sur lequel Neil Young diffusait sa musique en très haute résolution, en qualité sans perte due à la compression. Young en avait pas tellement sur les revenus, mais sur la qualité des services. C'est ça. Oui, exactement. Et là, il se permettait de diffuser sa musique là-dessus. Écoute, pour te dire, là, le Stem Player à 200 $, il n'y aurait que 8 gigs de stockage
C'est pas beaucoup, là. C'est comme pour stocker des chansons. Pas de la qualité audio qui embarque là-dessus, parce que sans compression, c'est pas beaucoup de musique, là. Exactement. Et Kanye aurait dit que ils ont un stock de 67 000 unités dans leurs entrepôts. Il y aurait 3 000 lecteurs qui sortiraient des usines chaque jour. Et pourtant, les fans qui avaient précommandé le lecteur pour avoir l'album en primeur semblent toujours attendre la réception de leur petit stem player. C'est un peu dommage. Tout n'est pas au point. Ma grande prédiction, dans combien de temps Kanye va succomber et diffuser son contenu? Moi, je dirais une question de mois. Ah, peut-être même une question de semaine, mais ça se peut que ça... Ben, je veux dire, tout le monde, il finit par y revenir. C'est un peu ça, c'est la force, c'est la force d'inertie de ces grandes plateformes-là. Oui, après parlant de plateforme, il y en a une rigolote, je peux pas dire rigolote, mais il y en a une qui a eu de la misère à lancer cette semaine, le fameux réseau social de Donald Trump, là, Truth. Et j'insiste sur le TH à la fin. Truth. Qui a eu beaucoup de misère. J'ai voulu m'inscrire parce que c'est toujours intriguant de savoir qui va dans ces environnements-là. Il y a toute la question politique, on le sait, c'est polarisant. Là, Donald Trump est polarisant, lance une plateforme qui s'adresse aux gens qui se sentent exclus, donc qui est très polarisée elle-même, qui, en principe, devrait mettre en valeur les gens qui ont une certaine allégeance politique alignée avec les intérêts de Donald Trump. Donald Trump, qui en passant, est en train de s'écrouler juridiquement devant la Cour américaine parce que ses données comptables sont en train d'être étudiées par des juristes et ça va pas très bien de ce côté-là. Mais a vendu, disons, la marque Donald Trump aux gens qui ont créé cette plateforme-là. Et ça a créé un buzz parce que c'était l'application la plus téléchargée cette semaine sur l'App Store aux États-Unis chez Apple, parce que l'application n'est offerte qu'aux États-Unis. Et j'ai quand même essayé de regarder voir parce qu'il disait, bon, on veut quand même voir c'est quoi. Il disait, au moment où je l'ai ouverte, il y avait 300 000 personnes qui étaient sur la liste d'attente. Je suis arrivé, j'étais pas loin d'être 600 millième et encore une fois, 2 jours plus tard, je suis toujours 600 millième. Donc, je sens qu'il y a une... Je pense que c'est un coup de marketing juste pour faire mousser l'intérêt, pour qu'on y revienne puis qu'on se le demande. Donc, ils ont créé une fausse attente. Mais c'est quand même pas mal des gros chiffres, 600 000. J'ai hâte de voir comment ça va se développer. Mais pour l'instant, je vous dirais, si c'est le genre de truc qui vous intrigue, prenez votre temps, il n'y a aucune urgence. En fait, je vais aller à l'inverse. Il existe parce qu'il y a une espèce de petit morcellement du marché des réseaux sociaux en ce moment. Il existe des réseaux sociaux nouveaux genres qui sont à vocation humanitaire, à vocation d'économie, développer l'économie sociale, collaboratif. Je veux dire, plus positifs qui sont présentement mis en marché. Il y a des recherches que vous pouvez faire de ce côté-là pour en trouver. Écoute, on y reviendra peut-être éventuellement dans une autre balado d'une tasse de tech, mais pas besoin de nécessairement suivre, j'utilise une image, pas besoin de suivre le troupeau, n'est-ce pas? Si vous pouvez regarder ailleurs, il n'y a pas de problème avec ça. Et de toute façon, nous sommes sur Facebook et sur Twitter très activement, Pascal et moi, et nous n'avons que de belles choses à dire. Donc, si vous avez besoin de vous divertir avec une plateforme sociale, venez nous voir, on va jaser. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Parlant de voir des gens et jaser, là, on vient de finir nos actualités et on rentre dans le segment entrevue. Restez là, on va parler de choses très importantes. On va expliquer pourquoi au Québec, on a toujours de la misère. On se considère toujours un peu nul par rapport au techno parce qu'on a de la misère à créer cette espèce de traction. Tu sais, on rêve de la Silicon Valley, du prochain Google. On aimerait ça que ce soit au Québec, tout ça. Puis on comprend pas pourquoi, des fois, on a de la misère à créer cet environnement-là. On a un chercheur qui a étudié la question. Il y a des données assez intéressantes là-dessus. On lui parle dans un instant. Restez avec nous. On revient dans une petite seconde à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et nous sommes de retour pour une suite de cette tasse de tech. Peut-être un deuxième espresso pour ceux qui sont caféinés. Pour le segment d'entrevue, j'allais faire une blague sur le café, mais j'ai malheureusement oublié mon café dans la voiture ce matin. Alors, j'ai plus comme un popsicle au café, alors je n'y ai pas touché. Donc, je suis sous-caféiné et ça affecte mon sens de l'humour, pourtant légendaire, n'est-ce pas? Et ciel. Mais c'est correct parce qu'on rentre dans un sujet assez sérieux. Mais avant de présenter notre invité, je te laisse, Pascal, présenter le segment d'entrevue. Oui, l'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par GoDaddy, godaddy.ca, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour son entreprise. Vous avez besoin d'un site web, vous voulez un site web, vous avez besoin d'essayer. Qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air, votre site web? Essayez godaddy.ca. Ils ont tout pour vous. Merci, Pascal. On parle d'intelligence artificielle depuis plusieurs années, dépendamment de comment vous suivez l'actualité technologique. Moi, personnellement, je me rappelle la première fois dans la vague actuelle d'intelligence artificielle, c'était en 2015, lors d'une conférence à l'Université de Montréal qui a été donnée par le professeur Yoshua Bengio, qui est vraiment la superstar montréalaise de l'intelligence artificielle. C'est drôle parce qu'on en parlait tantôt dans les actus, Pascal, mais il y a aussi Joël Pinault, qui est issu de McGill, qui est maintenant qui s'occupe du laboratoire de Facebook, de Meta, en fait, à Montréal, en intelligence artificielle.
Bref, c'est créé un écosystème. Ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a eu de l'investissement du gouvernement. Le gouvernement avait évidemment son objectif à lui en développant ce créneau-là. Et sans évidemment rien enlever à ce qui se fait en termes de recherche académique, il y a des conclusions qui peuvent être dressées maintenant que ça fait 5 ans qu'il y a une stratégie gouvernementale à ce sujet-là. Il y a un chercheur à l'Institut de recherche en économie contemporaine, l'IREC, Éric Nduem, qui a fait cette étude, qui a fait cette analyse-là de 5 ans d'investissement dans le créneau. Et il a des conclusions. Il arrive à une conclusion qui fait écho avec ce qu'on entend depuis un petit bout de temps dans le secteur plus large de l'économie numérique. Et on a M. Duem avec nous au bout du Zoom, n'est-ce pas? Bonjour, Éric. Bonjour, messieurs, ça va bien? Ça va bien, merci. Merci d'être avec nous à une tasse de texte. C'est très apprécié parce que c'est un sujet à la fois qui touche tout le monde et en même temps, ça peut avoir un peu niché, mais c'est quand même important parce qu'on parle d'un investissement sur 5 ans au-dessus d'1 milliard de dollars de la part du gouvernement du Québec pour créer des entreprises. L'idée, c'était vraiment, et je pense que ton étude porte sur le numérique au sens plus large, là, mais c'était vraiment de voir comment le gouvernement pouvait faciliter le transfert technologique de ce qui était de la recherche universitaire, de la recherche académique, en entreprise, en propriété intellectuelle qui, entre guillemets, créerait de la valeur au Québec, donc créerait des industries, des secteurs riches à propriété québécoise. Peux-tu nous résumer un peu les conclusions auxquelles tu arrives? Comment tu as trouvé ce secteur-là là, après 5 ans, maintenant que tu l'as analysé? Dans l'étude, finalement, ce qu'on cherchait à faire, c'est à la base un portrait d'ensemble là, de tout ce qui relève de l'économie numérique au Québec, des différents paramètres, comme vous l'avez mentionné, là, les centres de recherche, le capital de risque, les institutions, les organismes d'intermédiation aussi. Donc, on voulait comprendre cet univers-là. On voulait aussi expliquer quelle est l'origine de la stratégie économique au Québec qui est derrière toute cette volonté de développer l'économie numérique au Québec. Puis, ce qu'on réalise en bout de parcours, c'est que tout en apparence est là pour qu'on puisse réussir dans ce secteur-là de l'économie. C'est-à-dire qu'on a l'expertise, on a les centres de recherche qui sont reconnus, on a des fonds assez importants pour privilégier des projets de recherche en partenariat, université-entreprise, on a des organismes d'intermédiation, mais ce qu'on voit ou ce que les études qu'on a consultées, ce que les données qu'on a consultées montraient, c'est qu'en bout de parcours, on parvient difficilement à retenir ici la technologie. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire que oui, on a des emplois, oui, on fait de la recherche et du développement, oui, il y a une expertise qui se crée au Québec autour de l'économie numérique, mais on devient en quelque sorte, ou on semble devenir une sorte de sous-traitant de recherche et développement pour des firmes étrangères qui sont ici de passage. Et donc, ça ne nous permet pas de tirer pleinement bénéfice à long terme de façon durable pour le Québec, pour l'ensemble du Québec, puis de façon équitable, puis d'un point de vue aussi environnemental. Il faut faire attention à ce niveau-là. Donc, réussir à tirer pleinement de ces technologies-là, on n'y parvient pas parce qu'on n'arrive pas à retenir ici la technologie. Exact. Donc, le gouvernement a investi, on a créé des entreprises. Évidemment, il s'est créé des emplois qui sont encore là, mais les entreprises, dans la plupart des cas, ont été soit fusionnées ou rachetées avec des sociétés étrangères. Donc, la propriété, ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, qui est la partie dans une économie du savoir, qui est la partie vraiment lucrative de l'opération, c'est un peu ça qui a échappé là, à l'économie québécoise, qu'on pourrait dire. Là. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est lié en partie au système de financement lui-même. Le capital de risque, c'est un mode de financement qui est assez particulier. Donc, quand on cherche à développer une nouvelle technologie, on va faire appel à ces investisseurs-là. Souvent, il n'existe pas encore de demande. Le produit n'est pas connu, il n'est pas tout à fait au point nécessairement. Et donc, on ne peut pas aller emprunter tout simplement aux banques ou on ne peut pas tout simplement émettre des actions comme ça pour partir la compagnie. Donc, il y a ces investisseurs. Ça peut être des investisseurs institutionnels, des fonds publics, des fonds de travailleurs. Ça peut être aussi des fonds privés. Il y en a beaucoup de fonds privés aussi qui font du financement par capital de risque. Et donc, eux offrent de l'investissement, ils font de l'accompagnement des entreprises, mais en même temps, en bout de parcours, pour rentabiliser l'investissement, il y a deux grandes options qui s'offrent aux entreprises émergentes puis à leurs investisseurs. C'est soit de faire une entrée en bourse, donc un premier appel public à l'épargne, ou encore d'être racheté par un plus gros joueur, donc dans le cadre d'un exercice d'acquisition ou de fusion-acquisition. Puis ce qu'on sait, c'est qu'au Canada, dans 9 cas sur 10 à peu près, c'est les fusions-acquisitions qui sont privilégiées. Puis c'est assez normal là, au niveau du capital de risque. Là, c'est ce qui arrive la plupart du temps. Puis dans un cas sur 10, ça va être une entrée en bourse. Donc, il y a des histoires à succès. Il y en a eu au Québec. Mais en même temps, dans tous les autres cas où on procède à une fusion-acquisition, ce qu'on voyait dans les données qui étaient rendues publiques, c'est que dans une très forte majorité des cas, ce sont des entreprises américaines qui viennent racheter des joueurs québécois développés au Québec. Donc, pour une simple raison, en fait, c'est qu'au Québec, contrairement aux États-Unis,
États-Unis, on a moins de gros acquéreurs, on a moins de grandes entreprises qui peuvent faire l'acquisition de ces entreprises émergentes-là ou avec des capitalisations boursières qui sont sans commune mesure. Donc, jouer ce jeu-là du financement par capital de risque, oui, mais il faut s'assurer de faire un accompagnement sur le long terme. Ça prend des investisseurs publics qui sont là pour longtemps puis qui veulent suivre ces entreprises-là. À défaut de quoi, on se retrouve à créer des entreprises émergentes dans l'espoir de créer des emplois ici puis des nouvelles entreprises. Mais au final, ça part. Finalement, c'est racheté par d'autres joueurs étrangers. Et donc, toute cette énergie-là, tous les fonds publics qui ont été mis à la base pour les recherches qui ont mené à de la commercialisation, ça se trouve en quelque sorte à être perdu. Donc, ça ne veut pas dire que tous les emplois de ces entreprises-là disparaissent du jour au lendemain. Ils peuvent demeurer au Québec comme une antenne, mais en même temps, il n'y a rien qui garantit à long terme que ces emplois-là vont demeurer ici. Puis surtout, la propriété intellectuelle là, se trouve dans le portefeuille d'une plus grande entreprise américaine. Et donc là, on ne contrôle plus les retombées possibles de ces technologies-là. Puis même, à l'inverse, si on veut réaliser d'autres recherches qui nécessitent l'utilisation de ces technologies-là, ça peut devenir une entrave à des recherches ultérieures. Donc, c'est un peu les enjeux avec lesquels on est confronté là, au Québec. Oui, parce que le modèle du capital risque, c'est qu'on investit dans des entreprises qui gagnent en valeur, qui génèrent du capital qu'on réinvestit ensuite dans d'autres entreprises. C'est comme ça que la machine s'emballe, si on veut. Quand la propriété fuit le marché local, c'est les autres qui en bénéficient. On a moins d'argent ensuite pour réinvestir dans d'autres secteurs émergents. C'est un peu comme ça. C'est un peu ça la logique derrière ça. Et c'est ce qui échappe à la stratégie du Québec en intelligence artificielle avec le modèle actuel. C'est le fun ce que tu viens d'expliquer, Éric. C'est vraiment, ça me fait penser à le bonbon de casse-gueule. C'est qu'il y a comme plein de couches. Et là, on va décomposer chacune des couches. La question des brevets et de la propriété intellectuelle est un problème depuis longtemps au Canada, pas juste en intelligence artificielle, mais vraiment dans plein de secteurs parce qu'elle fuit un peu trop vite le pays. Là, dans les données que vous utilisez dans le rapport de l'IREC, entre autres, il y a une étude de chercheurs de l'Université de Calgary où on voit que la hausse de demande de brevets au Canada profite surtout aux entreprises étrangères, sur les entreprises américaines, on dirait. Non, aux États-Unis. C'est aux États-unis. C'est au USPTO aux États-Unis. Ah oui, c'est ça, voilà, bon, au Bureau des brevets aux États-Unis, effectivement, on voit effectivement que c'est malheureusement, ça échappe. C'est une autre partie de la richesse ou de la valeur ajoutée. On utilise l'expression colorée souvent comme celle-là, mais c'est ça qui échappe, en fait, à l'économie canadienne en ce moment là-dedans. Et ça ressemble beaucoup au modèle, parce que là, comme les propriétés s'en vont à l'étranger, c'est comme si on replique ou on repique ou on reprend le modèle du jeu vidéo au Québec qui fonctionne de la même façon, où on a des grandes entreprises étrangères qui emploient des gens ici. Ce qui fait que le travailleur moyen est satisfait parce qu'il y a une bonne job, mais à la fin de la journée, l'entreprise reste étrangère. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais pas tant que ça, on pourrait dire ça comme ça. Mais évidemment, ça dépend du cycle économique, parce que le jour où ça va mal et que les entreprises ferment, c'est ici que les emplois vont se perdre en premier. Là. C'est ça, exactement. Donc, il y a eu des secteurs dans le passé, comme les biotech, par exemple, où on a vu ce genre de phénomène-là, où tant qu'on offrait du financement, les entreprises s'installaient, puis après ça, quand ça a diminué un peu, on a quitté le Québec. Donc, l'idée, c'est de ne pas reproduire ça, mais au niveau de la propriété intellectuelle, effectivement, c'est assez questionnant. L'étude qui a été réalisée par les deux chercheurs que vous avez mentionnés, là, de l'Université de Calgary puis de la Colombie-Britannique, ce qui montrait, en fait, c'est que toutes les recherches qui mènent à des brevets, puis lorsqu'on veut breveter un nouveau produit, ça se fait par État. Donc, souvent, on va se tourner vers les États-Unis parce que c'est là qu'il y a un plus gros marché, puis au niveau mondial, c'est absolument déterminant. Donc, les brevets qui sont émis aux États-Unis à partir de recherches sur lesquelles des personnes du Canada ont travaillé, dans presque 45% des cas, là, le titulaire, celui qui devient propriétaire de cette propriété intellectuelle-là, c'est une entreprise étrangère. Donc, à ce moment-là, ça pose des questions. Ça veut dire qu'il y a tout un effort de recherche qui se fait au Canada et qui finalement se retrouve dans les mains d'entreprises étrangères. Et donc, puisqu'on mise beaucoup... puisque le développement technologique, l'innovation s'est rendu central dans la stratégie de développement économique au Québec puis un peu ailleurs à travers le monde, on mobilise pour ce faire le système public de recherche, mais si en bout de parcours, la propriété intellectuelle qui est générée se retrouve dans les portefeuilles de compagnies étrangères, ça crée une expertise ici, ça crée des projets en partenariat qui peuvent être intéressants, mais en même temps, ça fait qu'on demeure, comme je le disais tantôt, une espèce de sous-traitant de la recherche et du développement. Une espèce de porteur d'eau du numérique, on pourrait dire ça comme ça. Il y a eu une question. La question des brevets et de la propriété intellectuelle est assez abstraite, mais c'est, à mon avis, la chose la plus importante dans tout ça. C'est que, et on l'a vu dans d'autres secteurs, souvent, des entreprises étrangères financent la recherche dans des centres universitaires et s'approprient ensuite les brevets.
Huawei l'a fait dans l'Ouest, dans le sans-fil, avant que Huawei devienne une entreprise persona non grata, je ne sais pas c'est quoi en latin, entreprise, là, mais soit moins désirée, disons, dans les pays développés comme le Canada. Mais effectivement, on voit une certaine fuite. Si on avait à réfléchir à quelle serait une solution pour corriger un peu le problème, parce qu'on est, évidemment, on parle d'intelligence artificielle à Montréal et on en parlait tantôt avec Meta, il y a quand même des choses qui se font qui sont très bonnes. Il faut quand même pas dire tout jeter ça d'un coup. Là. Est-ce que ce serait la première chose de dire, est-ce qu'on peut comme protéger la propriété québécoise de ce qui est développé ici? Ça se ferait-tu? Ça, c'est une solution? Oui, à ce moment-là, il faudrait, c'est une des propositions qu'on fait dans le rapport, là. Il s'agirait de mieux encadrer les résultats des recherches, donc la propriété intellectuelle qui est issue des recherches qui sont financées publiquement. Donc, s'assurer qu'il y a une participation publique à ces recherches-là qui mènent à la propriété intellectuelle se traduise en bout de parcours par une participation publique aux redevances ou encore au capital action des entreprises qui sont créées. Donc, resserrer un petit peu dans la mesure où il y a eu des tentatives dans le passé, au début des années 2000 au Québec. Ça s'est fait aussi au niveau fédéral. On a essayé, ça n'a pas fonctionné. Là, il y a une nouvelle stratégie qui a été élaborée dans les dernières années au niveau fédéral, mais on se contente pour l'essentiel de sensibiliser les chercheurs, les universités. Les universités ont leurs propres experts, ils ont leur bureau de liaison entreprise-université où il y a une expertise légale là, pour arriver à breveter les technologies qui sont développées. Mais en même temps, les ententes sont réalisées à la pièce dans les établissements. Donc, chacun des établissements ont leur réglementation, mais en même temps, c'est un peu à la discrétion, là, à droite et à gauche. Là. Il y en a qui disent qu'on devrait laisser ça comme ça, donc laisser l'initiative aux acteurs, puis pas s'en mêler. Mais je pense que ça prendrait quand même juste un resserrement un peu de cet encadrement-là. Mutualiser peut-être les ressources un peu. On n'est pas obligé d'avoir chacune des universités qui ont leur expertise puis leur façon de faire différente. On pourrait mettre ça un petit peu en commun. Puis aussi avoir une dimension un petit peu plus contraignante là, sur le retour social, puis le contrôle public qu'on peut exercer sur cette propriété intellectuelle-là. Pour s'assurer qu'après ça, on en fasse un développement à long terme au Québec. Donc ça, c'est une des voies, une des pistes de solutions qu'on peut explorer. Une sorte de petit bureau du brevet du Québec ou quelque chose comme ça. Je sais qu'il n'y aurait pas la même rôle que le bureau américain, nécessairement. Mais, je sais qu'à Ottawa, il y a 4 ans, a mis sur la table une 50aine de millions de dollars pour dire sur 5 ans, on va créer vraiment une stratégie de la propriété intellectuelle. Je pense qu'ils parlent d'innovation, mais en tout cas, c'est un peu ça que ça veut dire. Ils ont renforcé notamment ils ont un bureau des brevets, j'oublie son nom exact, là, mais qui vise justement à au moins alerter les entreprises qui font de la R&D au Canada de la possibilité de protéger ce qui est canadien dans ce qui est développé. Là, une façon compliquée de le dire, mais c'est un peu ça. Ça fait vraiment écho à ce que on a même eu des invités à la balado ici dans le passé, issus du secteur du jeu vidéo, où on a eu exactement cette conversation-là, de dire est-ce qu'on peut mieux protéger ce qui est créé au Québec? Parce que dans le numérique, ça s'applique en jeu vidéo, en intelligence artificielle, en application mobile, en n'importe quoi. La valeur, c'est pas le produit, c'est l'idée derrière le produit. Et c'est très abstrait, ça voyage, il n'y a pas de frontières. Je ne sais pas s'il y a un écho de ton côté, je ne sais pas si le gouvernement est éveillé par rapport à cette situation-là, mais on sent qu'il y a une demande, en tout cas, pour changer de façon plus large, dans le numérique en général, les règles du jeu. Est-ce que tu as l'impression qu'on va y arriver? Je pense que c'est avant tout nécessaire. Donc, au niveau fédéral, c'est ça, il y a quand même des éléments qui ont été mis de l'avant là, dans les dernières années qui sont intéressantes. Là. Donc, éviter, par exemple, les pratiques de chasseurs de brevets, là, des gens qui viennent contester la propriété intellectuelle qui est détenue par des gens. Une autre initiative assez intéressante, là, un projet de brevet, de collectif de brevets. Donc là, ça peut permettre à des petites et moyennes entreprises de solliciter l'expertise qui serait centralisée, chapeautée par un organisme, puis même de mettre en commun certains brevets, se permettent d'utiliser mutuellement certains brevets. Ça, c'est une initiative qui pourrait être intéressante à explorer aussi davantage pour voir si ça ne peut pas permettre à des plus petits joueurs de bien protéger leur propriété intellectuelle, puis de réussir aussi en se donnant accès, là, de pouvoir diversifier un petit peu les opérations qu'ils réalisent, le genre de production qu'ils font. Là. Donc ça, il y a des éléments intéressants, mais sur l'encadrement du financement public de la recherche puis de la propriété intellectuelle qui en découle, là, on s'en tient quand même malgré tout à une sensibilisation. Donc, on produit des guides, on produit du matériel pour sensibiliser les gens, bien informer les chercheurs sur ce qui doit être entrepris avec l'université pour protéger la propriété intellectuelle. Mais c'est ça, ce qui manque, c'est vraiment un encadrement autour du financement public qui mène à de la propriété intellectuelle. C'est intéressant de suivre la suite de cette situation-là. On parle beaucoup, on parle d'achat local à bien des niveaux et de l'espèce de
d'importance de développer localement. Et ça s'applique, même si ce n'est pas directement aux consommateurs, ça s'applique aussi dans la recherche universitaire, de développer et de garder ça ici, parce que c'est cette fameuse valeur ajoutée qui est chère, en tout cas au moins au gouvernement actuel, il n'y a pas de doute, mais qui permet aussi après ça de dire on a une industrie forte dans un secteur, puis on n'est pas dépendant d'investisseurs étrangers, définitivement. Oui, puis en fait, même les technologies numériques qui ont le potentiel d'aider, par exemple, le commerce local, pour les producteurs maraîchers, de dire en direct c'est quoi leur récolte, puis d'avoir une place où ils peuvent ensuite, après, selon les commandes qu'ils ont reçues, aller porter leurs légumes, leurs fruits sur une place publique. C'est des technologies qui ont le potentiel de favoriser, d'optimiser la consommation énergétique, le commerce de proximité. Donc, à tous ces niveaux-là, c'est intéressant, mais pour que les recherches qui sont financées publiquement en fait, l'objectif, ce serait de canaliser davantage ces recherches-là vers ce genre d'objectifs-là, plutôt que de tout simplement dérouler le tapis rouge pour des grandes entreprises, des géants du numérique américains, où là, on n'a plus de contrôle sur ce qui est produit. Puis les objectifs de recherche ne sont pas nécessairement alignés sur ce qui pourrait être intéressant pour le Québec, pour l'ensemble du Québec, en fait, là, pas juste au niveau entrepreneurial. Mais donc, c'est plutôt ces projets-là qu'il faudrait cibler. Donc, cibler au niveau de l'économie sociale, cibler au niveau des PME, cibler aussi le secteur public. Donc, les incidences que ces recherches-là peuvent avoir à ces différents niveaux-là, parce que les emplois, c'est là qu'ils sont au Québec. Tu sais, c'est 23 des emplois dans le secteur public. Dans le secteur privé, c'est 86 des emplois qui sont dans les PME. En économie sociale, on a 220 000 emplois au Québec. Là, c'est quand même assez important. Ben oui. Donc, pourquoi développer des technologies adaptées à ces acteurs-là? Et ces acteurs-là, c'est des acteurs qui vont rester ici. On sait qu'ils sont bien implantés au Québec, sont implantés dans leur communauté. Donc, canalisons les fonds puis les résultats des recherches dans ce sens-là, plutôt que de chercher tout simplement à faire des partenariats avec des grandes entreprises, puis créer rapidement des entreprises émergentes, mais qui finissent par disparaître du jour au lendemain. Donc, si on invente à l'université un tracteur intelligent, ne pas vendre le brevet à John Deere pour qu'il le revende ensuite aux agriculteurs québécois, mais aller directement aux agriculteurs d'une façon ou d'une autre, si c'est possible. Exactement. Ça, c'est une image qui marque. Excellent. Éric Nduem de l'Institut de recherche en économie contemporaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est super intéressant. C'est vraiment de la recherche qui fait du bien parce que ça jette un éclairage sur un sujet qui est un petit peu abstrait, mais qui est extrêmement important pour tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. Merci. C'est un très grand plaisir. Merci pour l'invitation. Ben, c'est le plaisir. Tout le plaisir est pour nous, n'est-ce pas? Nous, on fait une super courte pause et on revient avec nos gadgets de la semaine. Pascal a quelque chose d'assez le fun dans ses cartons. Et moi aussi, je vais le dire. Oh là là! À tout de suite, tout le monde. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et nous sommes de retour à Une tasse de tech, dernier segment de l'émission de cette semaine où on parle de produits, de gadgets et d'accessoires qui sont toujours très sympathiques, n'est-ce pas? Je vais vous parler de ça. Avant de vous parler de ça, Pascal va vous parler d'un truc qui aura pas mal de fun aussi. Mais tu sais que tous les gens ne te voient pas, Alain. Avant ça... Ah oui, t'as raison. De ça. Ah, je vous laisse le mystère. Je vais vous parler d'un bidule, je l'ai dit en début d'émission, une caméra de surveillance qui est assez cool. Pascal a aussi quelque chose de pas mal de fun. Je voulais juste dire avant ça, parce que peut-être que vous cherchez les épisodes précédents de Tasse de Tech et vous ne savez pas trop où les trouver. Alors, je vais vous donner quelques pistes astucieuses, parce qu'évidemment, le balado existe de plein de façons à plein d'endroits. Nous sommes diffusés en audio sur l'écosystème, de plateforme numérique du groupe C23 de Cogeco. Ça se trouve essentiellement sur la page, si vous cherchez vraiment un site web, la page du 98.5 FM à Montréal. Donc, c'est 98.5fm.ca/les balados. Et nous sommes aux côtés, pas tellement loin. En fait, je vais dire en dessous parce que c'est une liste. En tout cas, bref, vous voyez ce que je veux dire. Avec la poche bleue, ça tient la route. Il y a plein d'excellentes balados. Et il y a aussi une tasse de tech où vous trouverez nos archives, toutes plus bonnes les unes que les autres. Évidemment, comme c'est une balado, nous sommes aussi sur les plateformes Apple, Google, Spotify. Je vais ajouter Deezer, j'arrête pas de le dire parce que ça nous donne une petite valeur ajoutée. C'est pas tout le monde qui est sur Deezer. Et... si jamais vous voulez nous voir la binette, on a une version vidéo de ce qu'on fait sur notre page Facebook, facebook.com/une tasse de tech. Et en plus, parce que c'est pas assez, j'ajoute pour fin d'archivage et de partage sur Twitter, chaque épisode sur notre page YouTube, youtube.com/une tasse de tech. Évidemment, l'objectif, c'est de revenir à notre formule en direct des saisons précédentes. Je vais y arriver, je vous le dis. Nous sommes des gens qui aiment la techno. Des fois, la techno ne nous aime pas nécessairement autant qu'on le souhaiterait. Mais j'ai trouvé la formule. On va y revenir bientôt. Et vous pourrez nous voir, même interagir avec nous en direct dans pas long. Je dirais ça comme ça. C'était la mini-plug du segment du moment de la semaine. Pascal,
tu m'as parlé d'un truc qui a l'air le fun. Et le nom de l'appareil fait sonner quelques clochettes dans mon esprit. Le MiraBooks. Donc, j'imagine que c'est quelque chose qui a un écran e-ink, mais ça a pas l'air d'être une tablette. C'est quoi? C'est un écran, c'est un moniteur en papier électronique, le MiraBooks. C'est un écran de 13,3 pouces de résolution de 2200 par 1650 pixels qu'on peut utiliser dans son ordinateur en le branchant avec un port USB ou mini HDMI. Très, très, très sympathique parce que tu sais que j'ai une affection particulière pour tout ce qui est papier électronique. Oui. C'est doux pour les yeux, ça consomme peu d'énergie. Le rafraîchissement n'a rien à voir avec celui des tablettes conventionnelles avec les écrans AMOLED, les écrans LCD. LCD. De la vidéo. Ouais, Mais dans le cas du moniteur MiraBooks, ça permet de taper sans flottement. Ça permet de faire défiler des pages web sans saccades trop dérangeantes. Encore une fois, on est très, très loin du rafraîchissement des moniteurs traditionnels et on voit une traînée. Comme le rafraîchissement du papier électronique demande un petit peu plus de courant, par défaut, on doit parfois rafraîchir manuellement son écran. On a un petit bouton sur l'avant du moniteur qui va permettre de rafraîchir l'écran puis éliminer les images fantômes qui pourraient, si on change d'une image à l'autre, ça peut arriver. Si on tape, on va voir qu'à côté de chacun de nos caractères, il y a une petite traînée grise qui se forme. Puis on peut rafraîchir une fois de temps en temps pour éliminer tout ça. Mais j'ai pas senti de flottement dérangeant et c'est très, très le fun. Ce qui est fantastique, c'est l'absence quasi totale de reflets dans l'écran, même en plein soleil, même si on a un reflet. Et c'est très drôle, j'ai travaillé dans un café avec mes deux moniteurs, celui de mon ordinateur portable et l'écran Books à côté. Et à un moment donné, je ne pouvais plus travailler avec mon moniteur d'ordinateur portable, mais je voyais parfaitement dans mon écran en papier électronique. Ce qui est flyé, c'est que même si la résolution physique, c'est 2200 par 1650 pixels, il faut l'utiliser, on suggère de l'utiliser avec les ordinateurs Windows avec un réglage 1400 par 1050 avec une échelle de 150 %. Là, on obtient des bons résultats. L'écran Mira est tactile. Ah, bah oui, c'est ça, c'est ce que je voulais savoir. Très chouette. Oui, donc on peut prendre des notes aussi si on veut. Là. On peut prendre des notes, donc on peut travailler avec, comme c'est un écran tactile, on peut le mettre devant son laptop et travailler dessus. Si on utilise OneNote, entre autres, ou des applications qui permettent de gribouiller, on peut le faire. Encore une fois, c'est un écran papier électronique en nuances de gris. On n'aura pas toutes les couleurs, toute la subtilité. Il y a des haut-parleurs stéréo qui sont intégrés, donc si on veut l'utiliser pour des présentations, ça peut être chouette. Évidemment, c'est pas de la haute fidélité, on s'entend ce que c'est pour ça. Et si on veut, on peut utiliser un support pour moniteur standard VESA, 75 par 75, ça coûte quelques dollars là, si on regarde sur les Amazon et compagnie. On peut le visser, le placer sur un support. C'est très léger, très portable. D'ailleurs, la version que j'ai ici vient avec un étui en vinyle. C'est vraiment, vraiment chouette. On peut le glisser dans son sac, l'utiliser comme moniteur d'appoint avec son ordinateur portable sans aucun problème. Pour les présentations, on peut avoir sa présentation, son image vidéo sur son moniteur principal et ses notes sur son écran papier électronique. Ça fonctionne très, très bien. C'est alimenté, je l'ai mentionné, par USB-C, donc à la limite avec un fil compatible. Ça, c'est une petite surprise. On n'a besoin que d'un seul câble pour alimenter son moniteur et diffuser l'image. Sinon, on peut utiliser le port mini HDMI qui est inclus dans la boîte. Là où ça pince, et ça pince assez fort, je vais commencer par un dernier petit détail qui est amusant, c'est qu'au départ, j'étais un peu déçu de la qualité de l'image. Okay. Parce que moi, je m'attendais à ce que ce soit des très bons contrastes. Je m'attendais à ce que ce soit très, très net. Et je me suis rendu compte que l'image était un peu plus grisâtre que je pensais. Ah. Et je trouvais que c'était un peu flou. Je trouvais que c'était un peu fade. Mais ils ont différents réglages, non? Il y a différents réglages et il a fallu bidouiller pour que je trouve un réglage plus satisfaisant. Ah. Évidemment, on peut accélérer le rafraîchissement pour même regarder des vidéos, mais plus on augmente le taux de rafraîchissement, plus l'image va être granuleuse, plus on va avoir besoin de rafraîchissement. Le rafraîchissement va se faire de façon moins efficace, donc ça peut devenir rapidement le fouillis. Donc, en bidouillant, on arrive à quelque chose qui est très satisfaisant, qui est ce que je m'attendais du papier électronique, mais c'est pas super intuitif. Et c'est le coût de cette technologie-là. Oh. C'est une technologie qui est quand même assez niche, qui est quand même assez coûteuse. Combien tu penses que coûte un moniteur de 13,3 pouces de diagonale portable, très compact, qui n'a pas de pile, qui n'a pas de logiciel dedans, c'est pas une tablette, c'est seulement un moniteur?
c'est 800 $ américains. Oh! 799 $ américains, cher, presque ça. 1000 $ canadiens. Il faut dire que Books font des tablettes, des liseuses, et c'est déjà juste une liseuse d'écran de 7 à 8 pouces, c'est quand même déjà 300-400 $. Donc, Exactement. ça vient cher rapidement. C'est ça. Fait que ça, c'est un véritable moniteur. C'est conçu comme un moniteur. Books fait d'excellentes tablettes. La qualité est surprenante. Moi, je suis étonné quand on voit une compagnie qu'on ne connaît pas. On s'attend à quelque chose de... Non, tout est très bien construit. Les boutons, tout est vraiment très... Si on avait mis une pomme derrière, je l'aurais cru. Là. Ça aurait pu. C'est vraiment ça. Et si on va aller plus loin dans l'affichage en papier électronique, il y a le Mira Pro de 25,3 pouces et celui-là, ouch, il est 1799 $, un peu plus C'est comme coûteux. un écran e-ink de 24 pouces de diagonale. C'est quand même le fun. Mais c'est un magnifique produit. J'espère que ça va se démocratiser. C'est doux pour les yeux. Quand on travaille avec 2 écrans, on en a un qui consomme moins d'énergie, qui est plus doux pour les yeux. Pour lire des documents, c'est vraiment agréable. Documents, texte, effectivement, C'est un gros avantage parce que ça fatigue moins l'œil puis c'est moins C'est beaucoup dommageable. plus confortable. En tout cas, j'aime beaucoup ça. Merci, Pascal. Merci. Très Toi, tu vas nous intéressant. parler de surveillance. Je vais vous faire un petit compte-rendu d'un test que je fais depuis maintenant des mois parce que j'ai essayé. En fait, j'ai vissé dans un arbre. Je ne l'ai pas vraiment vissé, je l'ai fixé par contre, mais un petit peu plus haut que ce que permet d'aller chercher un escabeau, une caméra de la marque Nest de Google qui est conçue pour l'extérieur parce que le défi, c'était de rendre ça le plus compliqué possible pour qu'elle fonctionne en me disant... Une caméra d'extérieur, premièrement, il faut que ce soit bien placé stratégiquement pour avoir une vue d'une porte, d'un cabanon, d'une cour, peu importe. Et généralement, là où tu le places, c'est là où le réseau Wi-Fi ne se rend pas. Et c'est là où les écureuils vont aller. Et c'est là où il pleut. Et c'est là, bon, bref. Fait que je l'ai vraiment mis dans le fond de la cour à la maison pour l'essayer. Et finalement, écoute, j'ai été super surpris. Ça a super bien marché pour 3 mois environ. 3 mois parce que c'est une caméra sans fil à batterie. Qui vient, moi je l'ai eu en paquet de 2, donc on peut l'acheter en paquet de 2, mais un seul exemplaire, une seule caméra coûte 200 $. Et c'est une caméra qui est conçue justement pour être à l'extérieur et pour se fixer à n'importe quoi facilement. Donc, la première affaire, c'est comment je l'installe. C'est facile parce que normalement, il y aurait sur une caméra de surveillance, il faudrait fixer un socle sur lequel on visse ensuite ou on clip, ou en tout cas, peu importe. Et dans ce cas-ci, on a utilisé un socle qui, évidemment, se fixe facilement n'importe où. C'est un petit socle très mince, blanc, mais surtout, au centre duquel on a créé une dépression, une espèce de trou. Dans le fond de ce trou-là, il y a un gros aimant super, super fort. C'est impressionnant. Comment c'est tellement bien pensé comme système, je trouve. Et ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de... Et je vais vous faire entendre le son parce que vous allez l'entendre. Ça, je viens de coller la caméra sur son socle. Et ce que ça permet de faire, c'est que la base de la caméra qui est arrondie est métallisée et donc on peut lui donner l'angle qu'on veut. On n'est pas obligé de respecter les limites d'un mécanisme qui fonctionnerait juste à 90 degrés ou à 180 degrés ou peu importe. Alors là, on peut vraiment lui donner l'angle de son choix sur une bonne dimension. Là, on peut vraiment pratiquement mettre la caméra pratiquement là, perpendiculaire avec la surface sur laquelle on l'accroche. Et on peut la mettre de gauche à droite, de haut en bas, bref, dans le sens qu'on veut. Et ça fonctionne très bien. Évidemment, le matériau de finition extérieur de la caméra est un espèce de plastique très étanche, très résistant. Il y a plu, il y a venté, il y a grêlé, il y a neigé dans les 3 derniers mois. Il a fait tous les temps possibles et elle a continué à fonctionner tout le temps. Il y a des moments où j'étais quand même assez loin de la maison, là, en termes d'installation, surtout de la bonne Wi-Fi en termes d'installation. J'étais facilement au-delà du 10 mètres qu'on recommande. Là, quand on dit du Wi-Fi, c'est une portée d'à peu près ça, 10 mètres. J'étais peut-être à 15 mètres, un petit peu plus, et la connexion était généralement excellente. Il y a quelques occasions où il ne devait pas faire assez beau. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai perdu des connexions, mais jamais à des moments cruciaux. Genre, jamais quand on a besoin, c'est cette fois-là que ça ne marche pas. C'est arrivé dans des moments par rapport. Évidemment, il ne s'est rien passé pendant ce temps-là, donc j'ai rien manqué. Et comme c'est un appareil avec une batterie, on se dit, ben là, combien de temps dure la batterie? Google dit que ça dure 3 mois. Moi, elle a duré un petit peu plus longtemps que ça. Oh. Alors, j'étais agréablement surpris. Ce que je redoute, et ça, pourquoi j'hésitais d'en parler, c'est que la première fois, un appareil neuf, la première charge est toujours la plus longue. Après ça, évidemment, ça se dégrade. Et je ne sais pas dans un an si ça va être encore aussi efficace. Ça se peut que ça dure à peu près aussi longtemps.
les produits Nest, de façon générale, sont des produits de qualité en termes de fabrication par rapport à des produits de marques moins connues, là, comparables. J'ai bon espoir que ça va continuer à être durable comme ça, parce qu'évidemment, à chaque fois que la batterie meurt, il faut aller dans mon cas, dans l'arbre, là, il faut que j'aille la détacher, puis je viens de la charger. Ça se charge par un câble USB qui a une connexion un peu bizarre. Donc, évidemment, vous pouvez laisser le fil et le laisser brancher si vous utilisez la caméra dans un coin où il y a une prise de courant. Là, ça peut être branché en permanence. Mais la batterie a quand même cette utilité-là qu'on peut l'installer n'importe où. Et il y a, j'ajouterais à cela, il y a deux choses. Il y a un haut-parleur et un micro intégré, donc on peut entendre et interagir si jamais il y a quelqu'un qui passe et on veut l'interpeller. N'est-ce pas? Ça se fait. Et tout ça mis ensemble, on se dit, waouh, ça veut dire que j'ai 3 mois de vidéo que je peux à tout moment consulter. Oui, mais non, parce que pour que justement la batterie dure longtemps, il faut désactiver la caméra. Donc, elle reste alerte au mouvement sans avoir la fonction vidéo active. Et elle s'active seulement si elle détecte un mouvement. Donc là, il faut se rabattre sur la qualité de détection de mouvement de l'appareil. Et là, souvent, ça fait dur. Pas dans le cas nécessairement des produits Nest, mais dans le cas des caméras en général, où on lui dit « Voici la zone et je veux que tu me dises quand tu détectes quelque chose. » Et là, ce qui est le fun, c'est qu'on peut dire « Détecte-moi un humain, un véhicule, un chevreuil, un écureuil, n'importe quoi. » Et il va faire la distinction. Et selon ce qu'on règle dans les paramètres, il va vous alerter en conséquence. Ça, j'ai trouvé que c'était pas si mal. Et même à la limite, j'ai trouvé que c'était un peu trop bien parce que souvent, quand moi-même je passais pour aller chercher quelque chose dans la cour, bien évidemment, ça m'envoie une alerte. « Hey, j'ai trouvé quelqu'un. » Ne sachant pas que... Et là, il faut régler, évidemment, les fonctions de présence et d'absence de la maison avec Google. Et ça se fait, mais c'est pas toujours au point. Ce qui serait à la fois bénéfique et probablement très inquiétant, c'est si cette caméra-là est capable de reconnaître les gens, parce qu'on le sait que ces systèmes-là existent et que Google en a un qui est fonctionnel. Si on pouvait l'appliquer dans ce contexte-là, ce serait peut-être une belle façon de nous convaincre que ça ne sert pas juste dans des systèmes de surveillance publics ou en tout cas, peu importe. Mais dans ce cas-ci, il n'y a pas cette fonction-là. Donc, c'est un petit peu je dirais, c'est un petit irritant, là, c'en est un. Sinon, écoute, j'ai vraiment été emballé par cette caméra-là. Ça me permet, comme il y en a, comme le paquet 2 en offre évidemment 2, on peut facilement paramétrer. Et comme tout ça est sans fil, on n'est pas obligé de l'accrocher sur un mur de la maison, d'avoir une prise extérieure à proximité. Donc, c'est un gros avantage. Et dans l'ensemble, j'ai dit pour 200 $ pour une caméra, sérieusement, les systèmes de surveillance pour la maison coûtent quelques dizaines de dollars par mois. Donc, c'est pas long qu'on a amorti le coût d'un système comme ça si on veut remplacer notre système qui demande une centrale et tout le kit, parce que le système d'alerte là-dessus est assez efficace et peut être paramétré de façon assez précise pour remplacer toute la quincaillerie et évidemment tout le service qui vient avec aussi. Donc, j'ai trouvé que c'est un beau compromis de technologie et d'économie de coût parce que justement, ça remplit une fonction qui permet d'enlever un autre système qui lui serait plus coûteux. Et je vais ajouter à ça un dernier truc parce que j'ai oublié de le dire. Quand la caméra détecte un mouvement et qu'elle active sa vidéo, elle enregistre et elle le stocke sur un cloud qui est de base gratuit. On peut s'abonner à un service pour avoir une mémoire éternelle et infinie, mais même si on ne paye pas, ils vont retenir je pense, les 3 derniers jours d'activité gratuitement. Et c'est banal, mais c'est super important. J'avais une caméra Ring d'Amazon devant la maison qui, elle, fonctionne avec le service Ring Plus. Et si on n'est pas abonné, il y a zéro stockage. Et une nuit, dans le quartier, il y avait des petits comiques qui allaient sonner chez les gens pour les réveiller puis qui faisaient plein de grabuges. Et ma caméra ne les a pas détectés. Et là, ça m'a vraiment enragé. Et quand Google m'a offert l'occasion d'essayer cette caméra-là, j'ai tout de suite regardé c'était quoi les options. Et il y avait cette option-là d'avoir gratuitement. Donc là, les petits comiques, s'ils repassent, je vais les repérer et je vais savoir c'est qui. Oui. Et ça, c'est un détail super important. Et c'est ce qui fait que cette caméra-là, j'en parle ici maintenant. Et d'ailleurs, si vous en cherchez une, je vous la recommande chaudement. Il existe des produits, effectivement, qui sont moins chers, mais la famille Nest de produits coûte, malgré son prix, là, vaut un peu plus la peine que d'autres écosystèmes. Oui. J'aime beaucoup les produits Ring. Malheureusement, ils sont forcés vers un système où il faut absolument s'abonner. Et on n'a pas nécessairement besoin de s'abonner dans le cas des produits Nest pour en bénéficier à plein. Et je pense que c'est le meilleur compromis dans ce créneau-là. L'autonomie de la détection va varier en fonction du nombre d'événements. Si tu mets ta caméra avec un endroit dans ton entrée de cour puis qu'il y a beaucoup d'autos qui circulent, ça se peut que l'autonomie soit moins grande. Et ce qui est le fun quand tu dis que les caméras Nest sont plus avantageuses, c'est qu'on a des chances qu'elles soient gardées à jour longtemps. Tu l'as mentionné, là, si tu as une compagnie autre et puis qu'à un moment donné, après quelques mois, ils cessent de faire des mises à jour, tu es pris avec quelque chose tandis que Nest, j'ai des caméras Nest qui datent de plusieurs années et continuent d'être supportées. Oui. Alors, ça peut être une autre raison de choisir des compagnies plus fiables. Il y a aussi moins de risques qu'il y ait des piratages
qui soit fait. Si jamais, là, Google va corriger rapidement les failles. Devrait. Bonne remarque. Je veux dire, c'est des grosses compagnies, il faut qu'elles aient quand même des qualités et des avantages, parce que sinon... c'est ça. Sinon, on les aimerait moins. Oui, pas mal moins, effectivement. Merci, Pascal. Merci, ça fait le tour de l'actualité technologique de la semaine pour une tasse de tech. J'espère que ça vous a diverti et informé. La semaine prochaine, c'est le Mobile World Congress à Barcelone. J'y serai. Non, en personne? Ouais. Mon Dieu! Alors, je vais revenir avec une tonne d'informations et de nouvelles. D'ailleurs, il va falloir qu'on planifie notre enregistrement en conséquence. Wow! Mais on va revenir et je ne sais pas exactement comment je vais gérer ça, mais ça va nous permettre d'avoir de l'information exclusive. Donc, ratez pas ça la semaine prochaine. Sinon, on vous invite évidemment à revenir voir nos archives ou à venir nous dire bonjour sur nos pages Facebook, page YouTube. Pascal, je te laisse remercier nos commanditaires. Remercie Microsoft, TELUS, Jura, de l'excellent café Mium Mium Mium. D'ailleurs, Alain, tu vas pouvoir t'en prendre un maintenant. J'y cours. GoDaddy.ca et le groupe C23 qui diffuse nos podcasts. Ouais. Claude Hébert à la mise en onde. Merci remercie. Claude dans les studios du 98.5. C'est toujours un plaisir. Puis on peut nous suivre dans les médias sociaux. Toi, Alain, dans Le Devoir, un peu partout. Cherchez-nous, vous nous trouverez. Ah, ça, c'est facile. Merci, Pascal. Merci tout le monde. On vous dit bonjour, bonne fin de journée, bonne fin de semaine. On se voit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde. Bye-bye. C'est 23.